J'en peux plus. Je serais pas en train de faire un burn-out parental, moi, par hasard. Vous êtes prêts, on en parle? Salut la compagnie, c'est Clémence de l'Odyssée à petits pas. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo du dimanche. Nous allons parler de burn-out parental. Vous serez d'accord avec moi pour dire que cette question n'est pas anodine, mais en même temps qu'elle est très saine. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ce que j'ai découvert sur le sujet qui pourrait vous aider ou, si ce n'est pas vous, aider quelqu'un de votre entourage qui traverse une période un peu difficile en ce moment avec ses enfants et dans la sphère familiale. Avant de vous présenter le profil des gens qui sont sujets au burn-out parental ainsi que les 4 indicateurs qui vont vous permettre un diagnostic, un autodiagnostic sur le sujet. Je voulais simplement vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si le contenu sur la parentalité pourrait vous intéresser, afin de ne manquer aucune vidéo qui pourrait vous aider dans votre quotidien avec vos enfants. J'écris par ailleurs du contenu gratuit 4 fois par semaine. En vous inscrivant sur le site de l'Odyssée à petits pas, vous pourrez recevoir ce contenu et ainsi progresser dans votre parentalité. C'est plutôt cool, non? Allez, on s'attaque au burn-out. Alors je tiens à préciser que ce que je vous partage là, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau. Je me suis appuyée sur les travaux de spécialistes justement. Donc là, la nana prend son bouquin parce que c'est la galère. Moira Mikolatsak et Isabelle Roskam. Elles ont écrit ensemble un livre intitulé Le burn-out parental, l'éviter et s'en sortir aux éditions Odile Jacob. Comme elles le disent, mais comme on peut aussi s'en douter, le burn-out parental, il y a un côté culturel au phénomène qui vient du fait du grand écart entre la théorie de la maternité et de la parentalité et la pratique et le concret, la réalité. Et je vais vous partager une petite citation que j'ai trouvée sur les réseaux qui vient d'un compte qui s'appelle les Mad Moms. Et cette petite citation dit « La maternité, c'est une grosse arnaque déguisée en guimauve ». Et moi, je trouve que c'est bien d'en parler. Parce que oui, certains moments, il y en a plein qui sont fantastiques. Effectivement, si vous êtes parent, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a aussi beaucoup de moments qui sont juste épuisants, casse-pieds, relous, chiants, pénibles. Des moments, disais-je, qui sont un peu plus fatigants. Et comme promis, je vais vous dresser le profil des gens qui sont touchés par le burn-out parental afin de voir si vous êtes potentiellement une personne à risque. Vous me voyez venir ou pas là? Eh bien en fait, figurez-vous qu'il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil de personne à risque. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être votre sœur, votre voisine. Je parle au féminin, mais je n'oublie pas les hommes. Ça peut être tout le monde. On peut avoir 7 enfants comme on peut en avoir un. On peut être une maman au foyer, on peut être quelqu'un qui travaille, on peut être à la recherche d'un emploi, on peut être en couple, on peut être parent solo. Il n'y a pas de profil type, il n'y a pas de personne câblée pour subir le burn-out parental. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, on est tous égaux. Alors, il me tenait à cœur dans cette vidéo de vous partager les indicateurs du burn-out parental. Voici donc ce que les spécialistes du sujet disent. Le premier point, c'est que le burn-out parental se manifeste par un épuisement psychique et émotionnel dans son rôle de parent, du stress, de la fatigue, bien sûr, de l'agacement et une sensation de débordement. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que ça se cantonne à la sphère familiale, à la sphère vraiment parentale. Dans une autre sphère, la personne peut se sentir bien, mais dès qu'elle retourne dans sa sphère familiale, dans son rôle de parent, c'est ça qui l'apaise et c'est là où l'épuisement est fort. Le deuxième point, c'est que le parent se sent piégé. Il se sent privé de liberté, il se sent coincé dans son rôle de parent et cette sensation d'enfermement, d'étriquement prend toute la place et est pratiquement obsédante. C'est un parent qui n'est pas heureux sur la période du burn-out, qui n'est pas heureux et qui n'arrive pas à prendre de plaisir à endosser ce rôle de parent. Le troisième point, c'est un parent qui va avoir une parentalité qui va être froide. Donc le parent va pouvoir quand même s'occuper de ses enfants, mais ça va être faire le minimum, ça va être vraiment assurer la survie entre guillemets des enfants et il va y avoir un détachement émotionnel, un détachement affectif vis-à-vis de ses enfants. Et le quatrième point, c'est que le parent va avoir une sorte de négligence vis-à-vis de l'enfant qui pourra se manifester par de la négligence verbale, donc parler de façon désagréable, ne prendre aucune pincette avec son enfant. Ça peut être de la négligence physique, avoir des gestes brusques et ne plus réussir à être dans la bienveillance.
Et ça peut être aussi de la négligence au niveau de l'organisation et de la prise en charge de l'enfant. Donc vous voyez que c'est quand même un petit peu plus complexe que grosse fatigue et besoin d'avoir du temps pour soi. Le burn-out parental, c'est quand même, j'espère que vous l'aurez compris, un cran supérieur. À un moment donné, il va y avoir une cassure avec un grand vide, avec plus aucune envie, plus aucune énergie tout simplement à être parent. Alors la difficulté qui s'ajoute à cela, c'est que lorsque le parent ressent ça, si tant est qu'il soit un petit peu à l'écoute de ses émotions et qu'il prenne un petit peu de recul, il va avec ça un sentiment de culpabilité énorme, de ne pas avoir envie de s'occuper de son enfant, de ne pas avoir envie de se lever pour aller l'aider à faire quelque chose, de ne pas avoir envie de prendre le téléphone pour appeler le médecin alors qu'il faut une ordonnance de je ne sais pas quoi, etc. Donc il y a un sentiment de culpabilité qui va finalement enfermer la personne, qui va développer une baisse de l'estime de soi et ça va conduire à un cercle vicieux où le mal-être entraîne le mal-être et c'est quelque chose dont il peut être difficile de se sortir sans aide. Et alors sur le point physique, parce que ça c'est plus le point psychologique, sur le point physique il y a des conséquences, notamment une sécrétion plus importante que la moyenne et répétée de cortisol. Au fait, le cortisol c'est l'hormone du stress, vous êtes toujours avec moi? Qui va entraîner le développement des maux MAUX. Alors c'est sain en soi, le cortisol il est très utile pour tout un tas de choses, mais pas de façon répétée comme ça sur le long terme. Et donc ce surplus de cortisol dans le corps peut entraîner notamment de la prise de poids, une baisse de la qualité du sommeil, une difficulté supplémentaire à gérer ses émotions et à gérer les émotions des autres. Autrement dit, ça rajoute de la galère à la galère. Alors ce que j'aimerais communiquer aux parents qui regardent, c'est que si vous avez un doute, si vous sentez que vous rentrez dans certaines cases, mais pas forcément toutes, etc., peut-être que c'est un signal qu'il faut prendre en compte. Il faut essayer donc de se reposer et de prendre du temps pour soi. Elle est sérieuse, elle. Je suis en train de lui dire que je suis débordée avec mes mômes. Elle me dit de me reposer. Non mais si je pouvais le faire, je le ferais. Alors je sais bien que c'est pas évident, mais c'est peut-être l'occasion de solliciter l'extérieur, de faire garder ses enfants un petit peu plus, de leur expliquer aussi qu'on est plus fatigué en ce moment et qu'on a plus besoin de se reposer. Et on est des humains, c'est bien qu'ils le comprennent aussi, afin de rééquilibrer la balance pour ne pas tomber du côté obscur, entre guillemets. On peut aussi bien sûr se tourner vers des professionnels pour raconter ce qui nous arrive et voir quelles réponses ils peuvent nous apporter. Alors, petite précision, je l'ai déjà fait cette précision dans une vidéo qui parlait de l'onychophagie, c'est-à-dire le fait de se ronger les ongles. Je vous la remets ici si ça vous intéresse. Il faut essayer de trouver un médecin, un thérapeute, quelqu'un qui soit informé et spécialiste du sujet, puisque par définition, tous les médecins ne peuvent pas être spécialistes de tout. Bah oui, parce que sinon ça n'a aucun sens. Médecin spécialiste de tout. Bah du coup, il n'est pas spécialiste si c'est de tout. Ce que je vous invite à faire, bien sûr, c'est de communiquer, d'en parler autour de vous, d'avoir des avis, des retours, de façon à soit vous rassurer ou soit vous rendre compte que vraiment il y a un souci et qu'il faut faire quelque chose pour qu'on vous aide et que vous ne restiez pas dans cette situation-là. Et donc dans l'idée de ne pas vous sentir seul et d'en parler, etc., je me permets quand même de vous réitérer donc la proposition de vous inscrire au club des 4 mails. J'ai le retour régulier de parents qui me disent que ça leur donne des clés de compréhension de leurs enfants et d'eux-mêmes. Moi, j'y partage mes expériences, mes galères aussi, mes réussites. Et ça permet de ne pas se sentir seul et de voir que on est plein dans ce navire. Et rien que de savoir ça et de faire partie d'un groupe peut vous faire du bien. Voilà, j'espère que ce contenu aura pu vous être utile. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu ou pour d'autres sujets de vidéos que vous aimeriez que je traite. Je ne dirai jamais assez que vous pouvez cliquer sur le petit pouce pour m'encourager à continuer à vous accompagner. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.